Je veux gagner le top 14 avant 2040. Il y a 10 ans, on me prenait pour un fou. Oui. Là, je peux juste dire que je suis sur le chemin. Ok. Tu avais dit une phrase moi, qui m'a marqué, tu vois. Tu avais dit quand c'est dur, certains trouvent des excuses et des fois et d'autres des solutions. Le confort a tué bien plus de rêves que l'adversité. Ça ne serait pas quelqu'un d'autre décider de mon destin. Si tu veux que tout le monde t'aime, ne fais pas entraîneur. Il faut que tu vendes des glaces. Bon, mais bonjour Nico. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette petite interview. Du coup, première question. Donc, tu as commencé le rugby à Castelsarrasin, puis à Montauban. Tu as été talonneur. Donc, est-ce que tu as déjà joué à d'autres postes et qu'est-ce qui te plaisait dans ce rôle de talonneur? Bon, j'ai démarré à 4 ans. Ouais. 4 ans à Castelsarrasin. J'ai joué de 4 ans à 15 ans à Castelsarrasin. Et après, à 15 ans, je suis rentré au centre de formation à Montauban. J'ai joué 3e ligne, j'ai joué demi de mêlée, j'ai joué essentiellement talonneur, mais j'ai joué sur les autres postes. Moi, de toute façon, quand j'étais jeune, moi, il n'y avait que le rugby qui m'intéressait. Donc, à partir du moment où j'étais sur le terrain, j'ai été heureux. T'étais content? Je commençais demi de mêlée, je finissais talonneur, j'ai joué un peu 3e ligne. Et puis voilà, c'est quand même des postes qui sont au cœur du jeu, où tu touches souvent le ballon. Le talonneur, il est au cœur des rapports de force physiques, dans la mêlée, aussi dans la touche. Le talonneur, il doit convaincre son paquet d'avant qu'avec lui, ils vont être meilleurs. Ils vont être tous meilleurs. Quand tu as un pied droit un petit peu faible, tu vas lui dire, cet après-midi, je vais t'aider, tu vas être un petit peu meilleur. Quand tu as une seconde ligne ou une 3e ligne qui saute pas bien ou une touche un peu bancale, moi, je vais bien lancer cet après-midi et on va avoir des bons ballons. Ça, pour moi, c'est les rapports de force techniques. Et après, c'est les rapports de force humains. Tu es au centre des débats, au centre du combat, et c'est toi qui dois amener l'équipe au combat. Et bon, je le cite souvent, mais j'ai en cadet à Castelsarrasin, j'ai eu un entraîneur très charismatique qui était chef de corps des pompiers ici à Castelsarrasin, qui me disait tous les samedis avant de rentrer sur le terrain, passe devant et les autres te suivront. Et je sais que j'étais pas le plus talentueux de ma génération, mais j'avais d'autres qualités. Voilà. Ok. Alors du coup, d'après toi, deuxième question, quelle est la différence au jour d'aujourd'hui entre un pack d'avant et justement un pack d'avant d'il y a 20 ans, par exemple? Les différences. Pour moi, ce qui a évolué, c'est le nombre d'événements à traiter pour les joueurs du paquet d'avant sur le terrain. Du coup, on a vu une évolution des corps, parce que quand tu as 10, 20 plaquages à effectuer dans un match, un nombre de tâches à répéter, il faut que tu sois capable, ton corps il doit être capable d'encaisser ça pour répéter les efforts. Donc il y a eu cette évolution, mais cette évolution elle est encore plus grande avec la génération de mon père, où ce que je te disais, quand si un pilier il croisait un ailier sur le terrain, c'est qu'il y avait une anomalie, il y avait un problème. Notre génération, ça a été le début des shapes, les animations offensives, où on te redistribuait dans l'espace, où tu commençais à avoir des missions en fonction de l'espace dans lequel tu étais redistribué, notamment offensivement. Voilà. Et puis la vitesse du jeu. Aujourd'hui, les règles veulent aller vers ces notions de vitesse. Donc c'est speed, la vitesse, space, l'espace, et safety, la sécurité. Et donc les joueurs évoluent aussi avec la règle. Et nous, les techniciens, on évolue aussi avec la règle. Le rugby que je propose aujourd'hui, il est différent du rugby que je proposais il y a 4 ans. Donc je pense qu'il y a ça aussi. Les joueurs, ils sont en mutation par rapport à la règle. Et il y a des joueurs qui collent au rugby de maintenant et qui n'auraient pas joué une minute il y a 30 ans. Et aussi, on a transféré, je trouve, encore une fois, c'est pas par rapport à la génération, c'est encore par rapport à la génération d'avant. On a transféré sur l'arbitre beaucoup de responsabilités, notamment sur le règlement et sur le jeu dur. Aujourd'hui, tu vas faire une faute, on va attendre que l'arbitre il te sanctionne ou il te mette une pénalité ou un carton jaune. Il y a 30 ou 40 ans, l'arbitre il sortait moins de carton jaune, mais un pied gauche qui se mettait en travers. Une fois, 2 fois. La 3e fois, il y avait quelqu'un en face qui redressait et qui lui faisait comprendre qu'il ne fallait pas qu'il se mette en travers. Sur une zone de ruck, il y avait un joueur qui restait un peu trop au sol, qui venait. Mais il y avait quelqu'un, et à Valence-Agen, il y avait des spécialistes de ça, qui étaient capables de venir expliquer que ça, il ne fallait pas le faire cet après-midi. C'est une évolution. Et après, je pense que les grands joueurs, les Philippe Dentrans, les Philippe Sella, ça serait des phénomènes aujourd'hui. Voilà. Et il y a des joueurs qui ont peut-être pas eu la carrière qu'ils méritaient il y a 20-30 ans et qui seraient des joueurs un peu plus accomplis maintenant, et des joueurs qui jouent maintenant qui joueraient pas il y a 30 ans. C'est les cycles du jeu.
OK. Alors le 1er avril, du coup, 2006, tu as eu une grave blessure au niveau des cervicales. Comment ça s'est passé l'après, justement aussi le regard des autres, ton chemin? Qu'est-ce que ça a changé vraiment dans ton quotidien, dans ta vie? Est-ce que ça a changé quelque Bah, chose? Forcément, oui, bien ce sûr. que ça a changé, c'est bon, déjà, moi, ce que je dis souvent, c'est entre 17 et 21 ans, je n'ai pas commencé une seule discussion dans cette période-là. Bien sûr. C'était les adultes qui me parlaient, c'était les filles qui venaient me parler, Oui, c'était, voilà. Donc, ce qui a changé, c'est que c'est cette forme peut-être, d'attraction quand OK. tout va bien, quand tu es à ce moment-là, encore une fois, je dis, j'étais au plus haut niveau de ce qui se faisait à mon âge. Moi, depuis 15 ans, je sais que je vais entraîner. Je m'étais donné jusqu'à 30 ans pour jouer au plus haut niveau, puis après, à 30 ans, de devenir entraîneur. Donc, quand du jour au lendemain, tu te crois immortel, tu as peur de personne et tu te retrouves sur un fauteuil, déjà au-delà du regard des autres, c'est déjà le regard sur toi-même. Donc, ça a changé ça. Après, encore une fois, à 20 ans, tu récupères certainement mieux qu'à 40. C'était aussi la fête, les copains, tout ça, c'est fini. C'est-à-dire, à une demi-seconde, c'est fini. Et peut-être c'est dur pour les mecs de ton âge, pour certains de tes potes, de continuer à garder une relation quand eux ils vont sortir. Mais moi je ne pouvais pas On va venir. Puis sortir. c'est 2 ans et demi de rééducation, Eh oui, 2 ans et demi enceinte de rééducation. Par contre, ce qui a été très riche, ça permet de faire un tri autour de toi, de qui est là pour toi et de qui est là par intérêt. Aujourd'hui, je dis que quoi qu'il m'arrive, je sais que j'ai mes 2 meilleurs amis, je sais qu'eux, ils peuvent m'appeler dans la nuit et je suis là. Je peux les appeler dans la nuit, ils sont là. Voilà, on a cette proximité-là. Et j'ai aussi formé autour de moi une bulle de mes parents, mon frère, ma soeur, de gens qui ont été là dans des moments terribles, sur lesquels on est très pudique. Mais je pense que c'est difficile à imaginer pour ceux qui n'étaient pas ouais. avec nous à ce moment-là, parce que c'est un choc aussi c'est une déflagration familiale. Familial. Ce que je dis souvent, c'est je pense que c'est plus facile pour ma mère d'aller au marché et de dire mon fils il est international ou il joue au Stade Toulousain, que mon fils il est tétraplégique. Oui. Et elle m'a jamais fait ressentir ça. C'est quelque chose que j'imagine. Et aujourd'hui, en plus, j'ai l'âge qu'ils avaient quand je OK. me suis blessé. D'accord. Ah C'est-à-dire, oui. je me suis blessé il y a 20 ans. Oui, bien sûr. J'ai 40 ans et c'est l'âge à peu près qu'avaient mes parents D'accord. quand je me suis blessé. Donc je mesure aussi le privilège. J'ai vu des familles, des couples exploser autour de moi dans le centre de rééducation. J'ai eu cette chance, ce privilège qu'autour de moi ça fasse bloc, et que ça soit costaud et que ça explose pas. Donc ça a été dur, ça a été terrible par moments, mais ça a été aussi quelque chose d'utile pour la suite de ma vie et je pense de notre vie, Ouais. de notre famille. Maintenant, il nous en faudrait beaucoup quand même, je pense, Oui. pour nous faire fâcher, Oui. même si tout peut arriver. Ça, c'est la première chose, sur la bulle familiale. Et après, la deuxième chose, c'est si on faisait le temps effectif, sur 2 ans et demi, j'ai dû passer 1 an et demi seul. C'est-à-dire OK. que tu es tout seul avec toi-même. Les soins intensifs, déjà, c'est 1 heure de visite, sinon tu Oui. es tout seul avec toi-même. Puis la période de rééducation, etc. Donc c'est aussi, dans ces moments-là, être capable de se connaître, de mettre à distance tout ce qui est le superficiel pour se concentrer sur l'essentiel. Et maintenant, quoi que j'entreprenne, je me connais moi-même. Et ça a été quelque chose, ça a été ma traversée du désert. Je pense que ça a été une chance de le vivre à 20 ans, parce qu'à 20 ans, tu as plein d'énergie. Et puis voilà, il y a aussi quelque chose, je trouve, dans la société actuelle, on fabrique des victimes à tour de bras. Et moi, je me dis, je ne serai pas une victime. OK. Ça, c'était hors de question. Et donc, ce que je dis souvent à mes joueurs, c'est le confort a tué bien plus de rêves que l'adversité. Ouais. Et donc, quand tu penses que tu es la victime, que les autres t'en veulent, que l'autre il veut pas te faire jouer, que c'est trop dur, que je sais pas quoi, reste toi-même. Et après, les autres, ils te respecteront. Ils commencent par te respecter toi-même. Pas d'excuses. Ouais. Travaille fort. Et après, on verra ce qu'elle en a bien. Cette période, ce que je dis souvent, et mes filles, elles m'en parlent maintenant, difficile, mais utile. D'accord. Ah ouais. Voilà. Mais une fois, j'avais lu, je sais plus où, tu avais dit une phrase moi qui m'a marquée, tu vois. Tu avais dit: «Quand c'est dur, certains trouvent des excuses et des Ouais, fois et d'autres ouais, des solutions». exactement. Et je pense que c'est ça aussi, que C'est tu tout à fait ça. Et c'est partout où je vais, c'est tout le temps ça. ouais. Quand c'est dur,
soit tu te caches, Ouais. c'est la faute à moi. Côté, ouais. Ok. Ouais. Ou alors tu cherches des solutions. Ouais. Et je pense que là aussi, il y a c'est des choses qui me sont devenues évidentes, mais dans un groupe aussi, les leaders, les grands leaders, les grands managers, ils se révèlent là aussi. Quand c'est dur que tout le monde se cache, Ouais. il y a quelqu'un qui passe devant, c'est ma responsabilité, et Ok, je vais amener ouais. tout le monde avec moi. Ouais. Et quand ça marche, tu dois partager la lumière. Et si tu veux être un leader, et si tu es un vrai leader, tu passes devant et tu prends les pour les autres. Tu Eh prends oui. tout le monde sur tes épaules. Maintenant, on va aller là, Eh oui. ensemble. Eh, Mais ça s'achète pas au supermarché. c'est clair. Et je pense que tu l'as en toi, Ok. quelque part. Parce que mes potes, ils me disent que quand j'étais jeune, j'étais déjà comme ça. Je ne me souviens pas de ça. Mais après, c'est aussi ce que tu traverses qui, je pense, Oui. te révèle à toi-même. Oui. Quoi. Ouais. Voilà. Moi, je ne laisserai pas quelqu'un d'autre décider de mon destin. Ok. Ouais. Voilà, Oui. c'est juste ça. Du coup, quatrième question, tu es devenu donc très vite entraîneur de rugby. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais aimé faire comme métier hors rugby? Est-ce que tu y as déjà pensé ou c'est difficile peut-être? Ça a été le combat pendant 20 ans Oui. de mes parents. Ouais. Il faut que tu aies quelque chose Au en dehors côté. du rugby. Moi, ce sport, il m'a tellement... En fait, il faut peut-être... Alors, c'est des mots à la mode, mais Oui. le déterminisme social, Oui. c'est comment j'ai aimé le rugby. Ouais. C'est-à-dire que nous, dans mon petit village, on avait une ferme. Et en fait, au milieu de cette ferme, il y avait une petite maison en pierre. Et c'était les parents à Pierre-Molot qui avaient acheté cette ferme. C'était une maison qui avait une piscine, c'était très rare Ouais. à l'époque. Et Bien sûr. Pierre, il jouait en équipe de France. Et il jouait à Agen entre Pierre Berbizier et Philippe Sella. Et donc, quand il jouait en équipe de France, ma grand-mère elle faisait des crêpes, toute la famille venait, mais j'avais 5 ans, 6 ans. D'accord. Il nous faisait monter sur la table, on chantait la Marseillaise, et on regardait Pierre, c'était le tournoi des 5 Nations. Et voilà. Et en fait, moi, tout petit, je me suis dit un jour, c'est moi qui regarderont à la télé, mais à 5 ans. Et puis, je suis allé voir mon père jouer, et puis on était proche aussi de Richard Nonès, qui jouait à Colomiers. Tous ces matchs-là, puis mon père est devenu entraîneur. Et donc moi, le rugby, c'était une évidence, c'était difficile de trouver quelque chose qui me passionne autant à côté. C'est-à-dire que il y avait un livre qui s'appelait Rugbyrama, où tu avais tous les joueurs de première division, de deuxième division, de fédérale, et moi je connaissais ces joueurs par cœur. Et c'était pas dur. Oui. Je lisais une composition, je connaissais la composition par cœur, il fallait que je passe 3 heures pour étudier les tables de multiplication. Ouais. C'était terrible. Donc aujourd'hui, ce que je te dis depuis que j'ai 15 ans, le vrai déclic, c'est quand j'étais à Auch. Je suis passé par la section rugby de Auch, où là j'étais sûr. Okay. Rapidement, je suis devenu capitaine, et avec une place importante dans cette génération. J'y connais des très bons amis encore. Et là, j'étais sûr que j'allais devenir entraîneur. Okay. Oui. Donc, je peux pas te dire. En fait, ce sport, il m'a tellement donné, il m'a pris, mais il m'a tellement donné que c'est difficile pour moi de dire qu'est-ce que j'aurais voulu faire. Bon, j'ai aimé la pêche, la chasse, les champignons, peut-être quelque chose dans la nature. Oui. Je pense que je suis très attaché à ma terre, très attaché à mon territoire, peut-être quelque chose autour de la ferme familiale, même si mon frère est un très bon agriculteur, et peut-être j'aurais été un coup de main quand il en avait besoin, mais quand je vois le niveau de précision et d'exigence aujourd'hui qu'il a dans son métier, j'aurais jamais été un aussi bon agriculteur que ce qu'ont été mon père et mon frère. Ma sœur est assistante sociale, donc tournée vers cet aspect humain, mais quand je vois aujourd'hui aussi son engagement dans son travail, etc., je pense que j'aurais pas été quelqu'un d'aussi bon dans son métier. Donc il y avait ça aussi. Il fallait être à la hauteur. Quand tu as un frère qui est bon dans ce qu'il fait, une sœur qui est bonne dans ce qu'il fait, j'avais pas envie d'être la tare de la famille. Oui, je comprends. Voilà. Ok. Alors du coup, 5e question, pendant ta réduc, il y a une personne importante qui t'a aidé parmi le corps soignant, etc. C'est Karine, du coup, qui était aide-soignante, qui est devenue plus tard ta femme et du coup la mère de vos 2 filles. Comment s'est passée cette relation? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté au quotidien à ce moment-là et maintenant? Bon. Déjà, on a une phrase, nous, dans ma famille, c'est qui se voit est souvent la conséquence de ce qui ne se voit pas. Ok. Donc aujourd'hui, moi j'ai un métier public. Oui. Donc on essaye d'être très pudique sur ça parce que les gens ne peuvent pas détruire ce qu'ils ne connaissent pas. Oui. Donc c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent.
Ce que je peux dire, c'est elle a, dans toutes mes réussites, dans tous mes projets, elle est la première personne au courant. Dans ce que j'ai réussi, ou les 2 ou 3 trucs que j'ai réussi depuis 20 ans, elle a bien sûr une part prépondérante. Il y a aussi quelque chose que je dis souvent avec émotion, mais quand elle s'est mise avec moi, j'étais à la cave, pas de maison, pas de voiture, une famille, mais pas de Ouais, ouais, travail, ouais, pas ouais. de. Oui, J'étais pas le Nicolas Cribilé oui, d'aujourd'hui. d'aujourd'hui. Voilà. Donc, déjà, ça s'est fait naturellement. Il a fallu. Je suis resté 2 ans et demi en rééducation, mais ça s'est fait plutôt vers la fin, Vers quand la je fin. suis parti. Donc voilà, de la pudeur, c'est de dire juste qu'elle est très importante. Bon, j'ai mon staff sur le terrain, j'ai mon staff santé, c'est des gens, je sais que moi, pour être performant sur le terrain, il faut que je sois en bonne santé. Et j'ai ce staff, c'est 2 ou 3 personnes autour de moi en qui j'ai beaucoup confiance et à qui je dois beaucoup. Et Karine, elle en fait partie. Voilà. Ok. Tu as entraîné à Beaumont, puis à Valence pendant 4 ans. Là, ça c'est fini. Tu as, du coup, là, tu as eu ton DES. Quel est le projet d'après? Pourquoi ça s'est fini maintenant? Est-ce que c'est toi qui as décidé? Tu t'es dit c'est le bon moment d'arrêter? Comment ça se passe? Bon, déjà, juste le DES, Oui. j'ai eu la première partie. Ok. Il me reste encore, Alors, l'autre partie? une deuxième partie à passer. Bon, il y a un truc, il faut que je me méfie de ça, je le sais, mais là, c'est bien parce que je vais pouvoir expliquer. Pour moi, le rugby, c'est facile. C'est-à-dire, quand je vois un joueur, quand je vois une équipe, très rapidement, je sais comment je vais pouvoir faire progresser ce joueur, comment ce joueur, dans notre équipe, il va pouvoir performer, et comment l'équipe, je vais pouvoir la faire performer. Ça, c'est assez rapidement évident pour moi. Et pendant 4 ans, l'équipe, il y a des joueurs qui sont sortis de l'équipe, des joueurs qui sont arrivés, qui ont progressé. Et l'équipe, elle est montée en compétence. Cette année, je pense qu'on avait le jeu pour aller en demi-finale. Après, il y a des choses, les aléas du rugby. Après, il y a la structure du club, le fonctionnement du club. Et là, c'est là où ça devient un peu plus compliqué parce qu'on est sur de l'humain. Et pour progresser, il faut se réformer, se réformer, se réformer. Pendant 4 ans, on s'est beaucoup réformé, transformé, réformé notre jeu, nos structures, notre staff, notre méthodologie d'entraînement, etc. Et je pense qu'il fallait continuer encore à se réformer. C'était pas possible, plus possible, pas souhaité, pas souhaitable. Moi, j'ai senti qu'il y avait des limites structurelles et pas forcément aussi une volonté de continuer à progresser. Donc, à partir de là, il faut juste respecter tout le monde, dire là on n'est plus aligné. Moi j'ai de problèmes avec personne, juste on se serre la main et je pense que c'est le bout du projet. Mais quand je prends un projet, pour moi il y a pas de limite dans le travail, pas de limite dans l'exigence, pas de limite dans l'ambition et pas de limite dans le rêve. Dès que le contexte devient limitant, pour moi c'est un premier red flag en fait. Ok, ouais. Donc j'ai commencé à réfléchir là-dessus et puis après quand j'ai analysé aussi d'autres éléments sur lesquels je ne m'étendrai pas, j'ai pensé que c'était le bon moment pour partir. Et on est de passage, hein. Le plus important c'est l'institution et c'est de peut-être laisser une autre vision et quelqu'un d'autre prendre la suite avec tout mon respect, etc. Je vois tellement de managers qui s'accrochent à leur poste, qui ou indirectement critiquent le contexte, critiquent leurs joueurs, critiquent leur président, etc. J'avais pas envie de ça. Je pense que c'est une relation où on a travaillé ensemble, honnête et authentique avec les gens. Et par contre, le jour où je sens que je suis plus aligné, je serre la main et je m'en vais. Et je pense que ça aussi, tu vois, tout à l'heure on parlait du leadership, que le leader, il passe devant. Le leader, je pense que il croit dans ses hommes et ses hommes sentent qu'il croit en eux et ils croient dans le projet. Et c'est cette croyance qui fait que tout ce monde monte en fusion et fait des choses dont l'extérieur ne les pense pas capables parfois. Mais pour ça, il faut être persuadé qu'on va dans la bonne direction avec les bonnes personnes, qu'on fait monter les bonnes personnes dans le bus. Voilà. Et je pense qu'il fallait se réformer à tous les étages, le monter en sens. Et voilà, mais c'est 4 ans. 4 ans, c'est 4 ans, 99 matchs. C'est pas rien quand même. Et je pense qu'il vaut mieux partir un an trop tôt qu'un an trop tard. Trop tard, Voilà. Pour le club, pour tout le monde.
pour le club, pour les joueurs, pour le projet. Voilà, mais moi, j'ai grandi pas très loin de Valence d'Agé. Pour moi, c'était inconcevable de jouer à Valence d'Agé. Donc, j'ai D'accord, joué à oui, Castel, puis à Montauban. oui, bien sûr. Et quand j'ai annoncé à mon père et à mon frère il y a 4 ans que j'allais être le Ouais. manager de Valence d'Agé, c'était pas la danse de la joie. Oui, c'est vrai. Ils respectent mon choix, Bien sûr, ils ont toujours respecté mes choix, bien ils ont sûr, toujours été des soutiens là-dedans. bien sûr. Mais voilà, il y a un club, on a découvert une identité et un vrai club. Depuis ce que je dis, il a été créé en 1903. Et donc, voilà, je ne garderai que des bons souvenirs de Valence d'Agé. J'ai adoré cette pression du résultat. Ah oui. Voilà, j'ai tout aimé. Et bon, ça aurait été dommage de faire 1 an ou 2 ans de plus et pour tout gâcher. Même Ouais. si je pense que le projet pouvait encore. Aller plus. Bon, ça sera l'objet d'une Oui, autre vidéo, peut-être, oui, la façon oui, dont je construis les projets. oui. Mais je pense qu'on pouvait encore continuer à progresser, qu'on pouvait continuer à gagner des matchs, mais il fallait réformer le club, réformer. Aujourd'hui, on est dans une société où tout va tellement vite Ouais. que tu t'endors 6 mois, tu Ouais. es mort. Et nous, on est dans le sport de compétition, une ville de 5000 habitants, plus petite ville de National 2. On doit avoir 3 idées d'avance en permanence, accepter d'être impopulaire Oui. et porter la vision. Et après, encore une fois, je connais mon profil, je sais que je suis clivant. Je pense que, encore une fois, c'est le manager, il porte une vision, où est-ce qu'il veut amener le club. Et si tu veux que tout le monde t'aime, ne fais pas entraîneur. Ouais. Il faut que tu vendes des glaces. Ouais, tu fais Ne autre fais pas chose. entraîneur. Ouais, tu vas autre chose. Voilà. Et sur la suite, tu te projettes sur un enfin, est-ce que tu as quelque chose en tête? Est-ce que ça serait de nouveau être manager, être un peu plus haut dans un club, un peu plus haut en termes de niveau? Est-ce que Oui, il y a des choses je pense que pour moi, la performance, tu vois, c'est Ouais. affiché dans le Ouais, c'est vestiaire. vrai. Ouais, c'est Performance vrai. égale potentiel fois décision. Oui. Et le cahier d'excuses n'a jamais remporté de trophée. Moi, je pense qu'il faut travailler pour être légitime. Et quand les choses elles doivent arriver, Ouais. elles arrivent. OK. Voilà. J'ai toujours dit la même chose, c'est que tu vas être le meilleur entraîneur du monde et je veux gagner le top 14 avant 2040. Ça, c'est mes objectifs depuis que j'ai commencé à entraîner. Donc, il y a 10 ans, on me prenait pour un fou. Oui. Là, je peux juste te dire que je suis sur le chemin. OK. Donc après, bon, maintenant, jusqu'à il y a 2 ans, j'avais pas d'agent. Aujourd'hui, si tu es obligé d'avoir un agent. Donc j'ai un agent qui travaille OK. et qui a discuté avec des clubs. D'accord. Il y a aussi, et c'est quelque chose que j'ai dans la tête depuis un moment, c'est de continuer à développer Ovalie Performance. D'accord. Et j'ai une idée d'une nouvelle architecture pour le nouveau Ovalie Performance D'accord. 2.0. OK. Parce que les attendus du rugby en 2026, c'est plus les mêmes qu'en 2015 quand j'ai lancé la structure. L'homme que je suis n'est plus le même que celui en 2015. J'ai une vision assez claire de comment je peux faire évoluer ça. Voilà, j'ai envie d'entraîner. OK. Je préfère pas entraîner qu'entraîner mal. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est j'ai vu dans le rugby des gens qui vont être directeurs d'un centre de formation ou entraîneurs d'une équipe de jeunes en attendant que le manager général il se casse la gueule. Ça, non. Non, OK. Ouais. Ça, non. Voilà. Après, j'ai construit un staff, on en parlait tout à l'heure, un staff autour de moi de 5 personnes avec un entraîneur à toucher de la défense, un entraîneur de 3 quarts des skills, un préparateur physique, un analyste vidéo et un kiné. Des gens qui ont envie de travailler avec moi, avec qui j'ai envie de travailler. Aussi, ouais. Et si je prends un projet, je les amènerai avec OK. moi. OK. Donc, un peu comme Didier Deschamps, je m'interdis rien. OK. Mais par contre, je suis quelqu'un qui travaille. Donc, là, c'est dans les jours à venir que ça va se décider. OK. Si ça ne bascule pas, mais je vais, comme je te dis, redévelopper Ovalie Performance, etc. J'ai cette indépendance-là. Je sais que quoi qu'il arrive, à la fin de ma carrière d'entraîneur, là aussi c'est moi qui déciderai quand ça sera la fin de ma carrière, je reviendrai encore développer la structure ici. Et voilà. OK. Je sais pas si j'ai répondu à Oui, ta si, question. ouais, t'as répondu, ouais, si, ouais. Du coup, dernière question un peu fun, décalée. Bon, pour la troisième mi-temps, on est dans l'ambiance derby, côté Valence ou côté Castel? J'étais obligée de te la poser, cette question. Troisième mi-temps, très peu pour moi. Oui, mais c'est les grands courageux de la troisième mi-temps qui disent les choses après 4 bières. Ah oui. Très peu pour moi. Donc, à la fin des matchs, je passe un moment avec mes joueurs, avec mon staff, avec les familles, avec les supporters. Et Laurent Travers,
m'a dit une phrase il y a très longtemps, Ouais. c'est que passé 20 heures, un entraîneur, il pouvait ramener que des problèmes du clubhouse. D'accord, OK. Donc je m'en tiens à ça. Autant comme heure, j'ai souvent fait Ouais. la fermeture OK. ou l'animateur. OK. Autant comme manager, comme entraîneur et maintenant comme manager, je pense qu'il faut encore une fois de la pudeur. Si tu veux être légitime et avoir le respect de tes joueurs, respecte-toi déjà toi-même Ouais. dans la façon dont tu te comportes dans ces moments-là, dans les grandes victoires comme dans les grandes défaites. Et donc, ouais, je pense qu'on juge un homme à ses actes. Ouais. Et que ce qui se passe en troisième mi-temps, ça fait aussi partie des actes sur lesquels on juge un homme. Ouais. Voilà. OK. Donc, désolé, la OK, troisième mi-temps, pas tu n'es pas tombé pas, sur la bonne personne. pas de souci. Merci en tout cas Nico pour toutes ces réponses et au plaisir pour une autre vidéo parce qu'on a plein de choses encore à aborder, mais merci à toi en tout cas. Avec grand plaisir Merci. et tu seras toujours bienvenu ici dans la structure. Merci, c'est gentil. À bientôt.